Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Concilier une meilleure insertion des élèves tout en améliorant la poursuite des études. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron souhaite réformer la voie professionnelle. Alors comment faire en pratique? On posera la question à la ministre déléguée en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle, Carole Grandjean. C'est tout de suite dans le Grand JT. Comment aborder les sujets difficiles avec les enfants? Comment instaurer un lien de confiance? On en parlera avec le docteur Catherine Dolto en seconde partie d'émission. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Loïc Landreau. Et aujourd'hui, il nous raconte l'histoire passionnante du livre scolaire. Loïc Landreau qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec Pape Ndiaye qui se met au chevet de l'homme malade du système. Oui, c'est ainsi qu'il décrit le collège, l'homme malade du système, et ça a fait beaucoup réagir depuis quelques jours, notamment les syndicats. C'était vendredi, le ministre de l'Éducation était l'invité du quotidien régional Le Midi Libre et il a notamment souligné le faible niveau des élèves de 3e, surtout en mathématiques et en langue vivante. Pape Ndiaye a affirmé qu'une réforme de l'apprentissage de l'anglais ferait partie des prochains grands chantiers et que les premiers effets du plan maths, c'est cette nouvelle pédagogie autour des mathématiques qui a été lancée en primaire, eh bien ce plan maths devrait se faire sentir, les bienfaits en tout cas, d'ici le mois de décembre pour les 6e qui viennent de rentrer au collège. On parle de ce sondage maintenant autour de l'enseignement de la Shoah à l'école. Oui, pour le journal du dimanche, c'est l'Union des étudiants juifs de France. L'IFOP a interrogé 800 jeunes de 15 à 24 ans sur leur perception de l'enseignement de la Shoah. Et pour 34% d'entre eux, eh bien, c'est un thème qui est trop abordé dans les programmes scolaires au détriment de la guerre d'Algérie et de la traite négrière. Autre information de ce sondage, 80% des jeunes interrogés estiment que le génocide des Juifs est, je cite, un crime monstrueux, là où 3% d'entre eux estiment qu'il s'agit d'une exagération et 1% pensent que la Shoah est une pure invention. D'accord, donc 4 points de trop, on est d'accord. Hein. Sur un tout autre sujet maintenant, vous allez nous parler du choix radical d'une étudiante refusée pour Parcoursup. Oui, mais c'est radical et tout simplement partie en Slovaquie. Voilà, elle s'appelle Bianca Vidal, elle a 17 ans, elle a eu le brevet avec mention très bien, le bac scientifique avec mention et avec un an d'avance, de super résultats au TOEIC et au TOEFL, et en fait elle a été refusée de toutes les écoles vétérinaires et de toutes les classes préparatoires qu'elle avait demandées, malgré ce profil très brillant. Et donc, elle a regardé vers l'étranger et après avoir été acceptée dans des écoles en Lituanie et en Roumanie, eh bien, c'est finalement dans une école vétérinaire très connue et très reconnue au niveau européen en Slovaquie que la jeune femme a choisi d'étudier. Elle va donc devoir rester 6 ans quand même loin de sa famille et de ses amis pour devenir vétérinaire, qui est un métier qu'elle veut faire depuis qu'elle a 3 ans et demi. Eh bien, on salue Bianca. Ouais. Après la Slovaquie, nous terminons à Monaco où les postes d'enseignants sont très prisés. Et très prisés, effectivement, par les Français. Eh bien oui, tout simplement. C'est ce qu'a constaté la direction de l'éducation nationale de Monaco, puisque pour cette rentrée, il y avait 19 postes d'enseignants détachés qui étaient à pourvoir, et ils ont reçu 216 candidatures depuis l'Hexagone. Donc à l'heure où la France manque assez cruellement de professeurs pour le primaire et le secondaire, eh bien les instances monégasques expliquent cet engouement, je cite, par des classes moins chargées, des locaux très bien entretenus, des outils numériques dernier cri et des salaires sensiblement plus élevés, à savoir que les fonctionnaires français détachés, tout comme les fonctionnaires locaux à Monaco, touchent également l'indemnité monégasque de 5%, l'indemnité compensatrice de 25%, une indemnité de vacances versée en juin et une dernière indemnité de fin d'année versée en décembre. Alors reste à savoir évidemment Loïc s'ils vivent dans la principauté ou à côté, oui. à quelques kilomètres. Souvent effectivement c'est des gens qui habitent à Nice, Menton, Beau-Soleil, toutes ces villes qui sont à côté et qui y vont tous les matins. Oui. C'est évidemment pas les mêmes loyers. Merci Loïc. La ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, Carole Grandjean, est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Carole Grandjean. Bonjour. Merci mille fois d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le Grand JT. Emmanuel Macron souhaite faire de la voie professionnelle une filière d'excellence. Est-ce qu'on va y arriver ?
Je sais que la question est vaste. Mais... Je suis profondément optimiste, mais je crois qu'on a déjà fait beaucoup pour la jeunesse sur ces 5 dernières années avec de vrais résultats. Et je suis confiante sur le fait que la voie professionnelle puisse effectivement, elle aussi, réussir cette transformation pour mieux accompagner tous les jeunes français et d'origine étrangère aussi, parce qu'on a beaucoup d'élèves en situation d'apprentissage aussi de la langue française, des élèves allophones en lycée professionnel. Et donc je suis assez convaincue sur le fait que nous allons pouvoir y arriver tous ensemble. Vous dites de vrais résultats en 5 ans, donc notamment sous le ministère Blanquer. Quels sont les vrais résultats, ou en tout cas les 3 mesures fortes pour vous qui ont été positives ? Au fond, déjà, ce résultat sur le front du chômage est effectivement un chômage des jeunes inégalé en France depuis plus de 40 ans. Donc, un grand objectif pour nous qui est celui de mieux insérer les jeunes. Et donc, je crois que c'était une très belle réussite déjà de ce précédent mandat et sur lequel nous allons poursuivre nos engagements. Je crois aussi à un très beau dispositif qui s'appelle Un jeune, une solution que nous allons poursuivre et qui donne là aussi des perspectives de lien entre l'entreprise, le jeune, la capacité à trouver des stages, des offres d'emploi, de mieux s'orienter aussi, et donc je crois beaucoup à cet outil. Et puis sur le chantier de l'école et sur un aspect plus préventif, beaucoup d'efforts ont été faits sur la maternelle et le primaire de manière à réduire les inégalités à la racine, et ça m'importe beaucoup. Alors, on va parler évidemment des filières pro, mais puisqu'on est sur les années Blanquer et le bilan de 5 dernières années, je poursuis. Parlons de Parcoursup, puisqu'on y est. Vous avez été également rapporteur du titre 3 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ce qu'en dit long, quand même, comme titre, ce n'est pas rien. Pourtant, de nombreux étudiants aujourd'hui se plaignent justement, avec Parcoursup, de ne pas pouvoir choisir sa voie. On l'a vu avec plein d'étudiants. Il y en a même qui partent à l'étranger pour étudier. Comment est-ce que c'est possible encore, cette Mais au fond, je crois qu'on a un enjeu systémique qui est celui déjà de travailler sur la découverte des métiers et de mieux préparer son orientation ultérieure. Et donc avec ce chantier que je conduis dès cette rentrée sous forme d'expérimentation dans les collèges pour comment est-ce qu'on engage les collèges à organiser une découverte des métiers et casser ce phénomène de reproduction sociale que nous avons trop en France, qui est celui de finalement s'orienter selon ce qu'on connaît de son environnement, est-ce que sa famille sait nous dire de l'orientation. Et donc cette découverte des métiers qui doit s'organiser et aussi être plus en cohérence avec l'avenir finalement et les métiers dont on aura besoin des compétences demain doit pouvoir s'organiser. Donc c'est déjà un grand chantier. Pardon, vous coupez, mais ça c'est en lien avec effectivement votre projet sur les voies professionnelles. Si on sait comment est-ce qu'on veut, ce vers quoi on veut aller et qu'on a une meilleure compréhension des enjeux économiques, des filières d'avenir, des compétences dont on aura besoin, vous vous orientez mieux soit vers la voie professionnelle, si effectivement c'est ce que vous souhaitez faire, ou soit plus tard via Parcoursup, si effectivement vous souhaitez vous orienter vers des études supérieures, si c'est ça votre projet. Et donc évidemment, la préparation de ce projet me paraît important. Je l'entends, mais alors je parle pour ceux qui donc, sont passés par Parcoursup, donc pour les choix en seconde, qui définissent après vos études supérieures, ils se retrouvent dans une situation où ils ont été par exemple très forts dans les matières scientifiques et n'arrivent pas à trouver les débouchés qu'ils souhaitent, et donc avec des propositions qui n'ont absolument rien à voir avec leur choix, ou même l'idée de se dire je pars carrément travailler ailleurs. Bon, on s'améliore d'année en année et il faut savoir d'où est-ce qu'on vient aussi. Avant Parcoursup, on avait d'autres dispositifs qui n'étaient pas beaucoup plus glorieux, si je puis dire. Et je crois que d'année en année, Parcoursup s'améliore. Il y a peut-être un enjeu, à mon sens, de transparence sur la manière dont ça fonctionne pour que les familles, les élèves évidemment, les enseignants aussi sachent mieux accompagner les élèves dans la constitution de leurs réponses pour Parcoursup, pour qu'on puisse aussi partager la méthode beaucoup plus, de manière beaucoup plus lisible. Et ça me paraît peut-être être là l'enjeu. Et puis savoir aussi mieux conseiller du coup l'élève sur la manière dont il répond à Parcoursup et la cohérence de ses réponses par rapport au choix qu'il a déjà fait dans ses options et par rapport à ses notes aussi et par rapport à la probabilité qu'il peut avoir aussi de réussir dans les études qu'il vise. Vous parliez d'orientation tout à l'heure. Parlons justement de l'orientation dans les voies soit professionnelles, soit d'apprentissage. Aujourd'hui, on peut décidément dire que les élèves qui vont vers la filière pro, est-ce qu'ils y vont par choix ou par dépit ? Au fond, ce que le président de la République a redit encore lors de son déplacement au Sables d'Olonne, c'est qu'effectivement la voie professionnelle est aujourd'hui trop souvent une voie d'orientation subie et que c'est un vrai problème parce qu'évidemment les élèves, comme chacun d'entre nous, en fait, ont besoin de trouver du sens dans la voie qu'ils prennent. Et puis, au fond, ce sens-là, il est d'autant plus difficile pour eux que le taux d'insertion
est moins bon, qu'il n'est en tout cas pas à la hauteur d'insertion professionnelle, j'entends dans l'emploi, n'est pas à la hauteur de ce à quoi on pourrait espérer, et que le taux de réussite en cas de poursuite d'études est là aussi pas très bon, puisque les élèves qui poursuivent en BTS ont moins d'une chance sur deux, 49% de réussir. Et donc 93% de chances d'aller en lycée pro et 169% de chances de plus d'aller en CAP lorsqu'on est issu d'un milieu défavorisé. C'est ça, c'est qu'au fond, on a un vrai sujet de déterminisme social et de moindre attractivité de la voie professionnelle, ce qui n'est pas forcément cohérent avec les besoins de la nation et les vraies belles perspectives de carrière qu'offre la voie professionnelle dans certains domaines. Et donc pour moi, tout l'enjeu, il va être de travailler à la réussite des élèves qui passent par la voie professionnelle, de mieux préparer aussi les compétences de la nation dont on va avoir besoin demain, et de donner finalement au lycée professionnel ces lettres de noblesse telles qu'à mon sens elles les méritent, avec des enseignants extrêmement engagés, avec des élèves qui méritent cette réussite. Et donc c'est comment est-ce que nous on arrive à donner le cadre et à accompagner les transformations pour que chacun réussisse, parce que je crois que c'est vraiment l'ambition qu'on peut tous avoir, et je sais à quel point les enseignants sont pleinement dévoués pour pouvoir effectivement, je sais qu'ils sont évidemment dans la même dynamique que moi pour pouvoir faire réussir ces élèves et trouver les réponses à ces difficultés que nous rencontrons. Mais bien sûr, ils sont extrêmement dévoués et engagés, notamment compte tenu de leur situation et de leur salaire très faible. Reparlons vraiment de cette orientation, parce que Dylan ici, du collectif Une Voix pour tous, qui était encore ici la semaine dernière, que vous connaissez certainement, dénonçait une certaine hypocrisie de ce système, justement, c'est de ne pas reconnaître que la voie pro, finalement, est intégrée aujourd'hui par des élèves qui sont vraiment en difficulté, c'est-à-dire avec un niveau assez faible, voire même très faible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que, justement, avant cela, on ne se retrouve pas dans cette situation où, comme vous le dites très justement, on puisse choisir de manière vraiment volontaire cette voie pro parce qu'elle est faite pour nous? Alors depuis effectivement plusieurs semaines, nous partageons finalement le diagnostic avec les Français, mais aussi avec les différents partenaires, et j'ai envie de dire sans se cacher les réalités. De quoi parle-t-on? On parle d'un tiers de lycéens qui sont orientés en voie professionnelle. Donc on est sur plus de 600 000 élèves qui chaque année passent par la voie professionnelle. On est sur 41% d'élèves qui sont issus de CAP qui réussissent une insertion professionnelle 2 ans après l'obtention de leur diplôme. 53% lorsqu'ils sont issus de bac professionnel. Donc on a un vrai sujet de capacité à être inséré dans l'emploi à l'issue du diplôme obtenu par la voie professionnelle. Et puis on a un taux aussi de difficultés scolaires qui est plus important, avec des élèves qui sont plus jeunes qu'auparavant, notamment par le fait que nous ne redoublons plus de la même manière. Mais pourquoi ne pas redoubler? À quoi ça sert? Pourquoi on redoublait avant alors et on redouble plus maintenant? Parce que ce qu'on a déterminé, ça c'est un résultat. Aujourd'hui, le résultat finalement de politiques précédentes fait qu'on redouble moins et qu'on a effectivement des élèves qui sont souvent plus en difficulté, mais pas toujours. On a aussi des élèves qui subissent l'orientation, pas toujours évidemment. On a aussi des filières qui sont plus forcément en cohérence avec le monde économique, pas toujours, mais beaucoup. Et donc on a de fait une orientation qui ne permet plus aujourd'hui de réussir de la même manière. Mais le président de la République a été extrêmement clair au Sable d'Olonne sur le fait que l'éducation nationale, le lycée professionnel doit être source également de savoirs fondamentaux, permettre de récupérer un certain nombre d'inégalités dans le parcours scolaire, travailler avec les allophones, travailler avec des élèves en situation de handicap, travailler avec des élèves qui sont dans d'autres difficultés de manière beaucoup plus modulaire, prendre le temps avec certains de répondre à leurs difficultés. C'est un des enjeux de cette réforme à laquelle je suis extrêmement attachée et qui vient en fait compléter la volonté que nous avons de rapprocher l'école de l'entreprise et donc de créer une meilleure synergie avec le monde économique pour leur permettre de mieux s'insérer professionnellement, mais d'accompagner mieux aussi l'individu qui grandit, le citoyen de demain, sa capacité à discriminer les choses et avoir un esprit critique. C'est important de créer aussi, de concourir en tout cas à éduquer l'élève qui est devant l'enseignant. Et donc évidemment c'est dans l'équilibre, j'ai envie de dire, de ces deux enjeux-là, de rapprocher du monde de l'entreprise et des enjeux économiques de demain, mais aussi évidemment de préparer le citoyen qui sera demain dans l'entreprise, mais plus globalement dans notre société. Alors, vous avez proposé plusieurs stages, plus de stages de manière générale, effectivement, et un lien plus fort, rapprocher l'entreprise de l'école. Mais est-ce que c'est pas au détriment aussi de ce fameux tronc commun et des savoirs fondamentaux dont vous parlez, qui sont essentiels, justement, au niveau de l'élève?
Mais écoutez, comme je viens de vous le dire et de le réaffirmer, les savoirs fondamentaux prendront toute leur place demain dans le cadre de la réforme et peut-être même combien d'heures par semaine en plus accrue. Je ne suis pas là pour faire des annonces avant même les concertations, puisqu'en fait j'engage les concertations dans les semaines qui viennent. Je rencontre les partenaires sociaux dès cette semaine pour organiser les conditions de cette concertation à venir. Donc je vais leur laisser la primeur de la méthodologie qui va être la mienne. Mais cette méthode, elle est celle de la concertation et du travail partenariale avec évidemment les partenaires sociaux, les parents d'élèves, les acteurs économiques, les recteurs, enfin l'ensemble des personnels qui, évidemment autour de l'élève, viennent construire son parcours et sa réussite en tant qu'élève et en tant que futur professionnel. Ce sont des élèves qui ont choisi plutôt que leurs camarades la voie professionnelle. Mais la voie professionnelle, elle a un sens, elle est professionnalisante. Et si effectivement l'engagement de la professionnalisation qu'on prend n'est pas suivi des faits, et que effectivement ces jeunes qui pensent suivre un CAP, un bac pro, voire même un BTS, ne trouvent pas la réussite au bout de leur parcours, c'est évidemment une promesse républicaine que nous ne tenons pas. Et donc mon engagement, il est évidemment de renforcer les savoirs fondamentaux, et le président de la République a été extrêmement clair au Sable d'Olonne sur le sujet, et en même temps de rapprocher l'élève du monde de l'entreprise et d'engager plus aussi les entreprises dans la vie de l'établissement pour que finalement ces deux univers-là se côtoient plus, se rapprochent, et pour favoriser encore une fois la réussite de l'élève. C'est au fond tout le sens de la réforme qui est la nôtre. Et donc on doit tous être au service de la réussite des jeunes. Et donc au fond, la concertation que je vais engager va consister à lever des freins, à engager tous les acteurs pour qu'on trouve les solutions et pour améliorer le taux d'insertion, limiter aussi le taux de décrochage, parce qu'on n'a pas trop parlé de ça ce matin, mais j'ai beaucoup de décrocheurs en lycée professionnel, puisque 2/3 des décrocheurs sont issus de la voie professionnelle, donc ce sont des jeunes. Et pourquoi ils décrochent alors selon vous? Mais parce qu'il y a un manque de sens, voilà, de l'orientation subie, parce qu'il y a des difficultés scolaires qu'on a évoquées, parce que il y a peut-être aussi la désincarnation du ce pourquoi est-ce qu'ils sont là, avec cette entreprise qui n'est pas vraiment, je veux dire, à portée de main pour eux, parce qu'on a aussi un taux d'insertion qui n'est pas forcément très bon. Et donc au fond, tous ces signaux-là ne sont pas des signaux encourageants pour le jeune, structurants, accompagnants, soutenants. Et c'est bien là, j'ai envie de dire, un des objectifs de la réforme, c'est de dire au fond, chacun a sa place dans notre société et c'est à nous de trouver les voies et moyens pour le faire réussir. Donc c'est aussi une façon de diriger les étudiants, enfin les élèves en l'occurrence, vers des voies qui engagent le plus, qui sont des voies en tout cas assez porteurs sur l'insertion? Alors en tout cas, le numérique, l'écologie par exemple. L'objectif, c'est clairement de mieux faire découvrir les métiers en amont pour qu'il y ait plus d'orientation choisie avec une image qui soit plus proche de la réalité. Et c'est important pour nous de casser un certain nombre de stéréotypes sur certaines filières. On a un enjeu évidemment de filières dans les lycées professionnels, et donc notamment ceux dont on sait qu'ils sont des compétences d'avenir et qui sont stratégiques économiquement pour le pays. Et vous parlez du numérique, de la transition énergétique ou écologique, pour ne citer que cela, mais on peut parler de l'industrie, enfin, des métiers du soin. Enfin, il y a énormément de secteurs sur lesquels on va avoir énormément de besoins aujourd'hui, demain, mais encore après-demain. Et donc, notre responsabilité, c'est de les préparer aussi pour ces compétences-là, et puis de s'assurer aussi qu'ils ont un socle de connaissances qui leur permettra de s'adapter tout au long de leur carrière, parce qu'on sait que les métiers vont évoluer et tout au long de leur vie, ils vont devoir aussi s'adapter. Et donc c'est vraiment là l'enjeu, c'est de rapprocher un peu plus aussi les enjeux économiques des filières qui sont proposées par les établissements. Mais toujours à l'initiative de l'établissement. Enfin, c'est pour moi important de le dire et de le redire. Il n'y a pas de réforme unique qui vient de mon ministère et qui va ruisseler sur les établissements. Je suis dans l'idée qu'au fond, les établissements vont avoir des initiatives qui vont correspondre à la réalité de leur territoire, correspondre à la réalité aussi des élèves qu'ils accueillent, correspondre à la réalité des partenaires économiques qu'ils peuvent créer sur le territoire, correspondre finalement des enjeux économiques qui sont différents d'un territoire à l'autre, des questions de mobilité et autres, qui font que je suis plutôt dans l'idée que c'est à l'initiative des établissements, dans un esprit d'autonomie, d'initiative, mais avec un objectif commun de meilleure réussite des élèves. Alors évidemment, l'objectif, j'entends très bien, la concertation aussi, et tant mieux. Maintenant, parlons juste des élèves et de leurs envies. Si effectivement on a envie de travailler dans ces métiers du numérique ou de l'écologie, a priori, ce sont des secteurs porteurs et qui sont synonymes de recrutement pour les années à venir. Mais pour tous les autres, comment fait-on? Est-ce que vous avez des solutions? Puisque, a priori, il y a un problème pour tous ces élèves qui se dirigent en voie pro et qui finalement se retrouvent avec un taux d'insertion qui n'est pas celui qu'on souhaite.
Vous voulez dire dans des secteurs qui finalement aujourd'hui ne n'ouvrent pas à des perspectives d'emploi? Et oui, c'est le problème du choix en fait. Pas attractifs. Est-ce qu'on va dans des secteurs qui sont attractifs ou est-ce qu'on va vers un choix qui est le mien? Par exemple, je veux faire des études, je ne sais pas, moi, de coiffure ou d'artisanat, travail du bois. Plusieurs cas de figure en fait. Déjà, on a un sujet aussi de travail sur l'attractivité des métiers, parce que vous avez des métiers qui aujourd'hui recrutent mais ne sont pas attractifs et sur lesquels on a déjà aussi des ouvertures dans la voie professionnelle. Et donc, il faut que les acteurs travaillent sur l'attractivité de leur filière et l'image aussi de leur filière. Et puis, on a aussi des formations qui aujourd'hui probablement mériteront une réflexion sur de possibles fermetures parce que voilà, former certains élèves à certains enseignements et les emmener sur certains diplômes n'entraîne pas de réussite en termes d'insertion professionnelle ou de réussite dans la suite d'études. Et donc, c'est ce qu'on appelle la carte des formations qui doit faire l'objet d'un dialogue entre les régions et les rectorats, qui doit au fond faire l'objet d'un travail de projet d'établissement qui doit voilà, s'interroger sur l'opportunité au fond de cette filière-là, de ce diplôme-là, par rapport à peut-être d'autres diplômes qui seraient plus attractifs et qu'on pourrait introduire finalement. Et vous entendez donc dans le lycée. Le cri d'alarme de beaucoup d'élèves et aussi d'enseignants qui disent on va fermer quand même forcément des secteurs, on va fermer des opportunités. Le cri d'alarme de fermeture de voies de formation qui ne permettent pas de réussir une insertion professionnelle, je pense qu'il faut collectivement qu'on s'interroge. En fait, le service public et la mission des enseignants, c'est de préparer l'élève à sa réussite et à son insertion personnelle et professionnelle. Donc, c'est tous ensemble qu'on doit concourir à ça. On n'est pas là pour protéger finalement une organisation déjà existante. On est là pour engager la réussite de jeunes qui préparent leur avenir et nous, on est au service de la préparation de leur avenir. Et donc, si ce jeune-là, il s'engouffre dans une filière dont on sait que le taux de réussite est autour de 20%, il faut qu'on s'interroge. Voilà, si demain matin, il manque de bouchers, par exemple, on les enverra vers la filière boucherie, et peu importe s'ils veulent devenir avocat ou médecin. Qui a parlé d'orientation imposée? Personne. L'idée, c'est qu'effectivement, au travers de la découverte des métiers, les jeunes cassent un peu des stéréotypes sur certaines filières, que les lycées professionnels ouvrent des voies qui soient attractives et pourvoyeuses de réussite, et donc que les élèves, finalement, changent d'image aussi sur la voie professionnelle, mais finalement, tout le système, nous devons au fond changer d'image sur la voie professionnelle, oui. Mais on le fera dès lors que, évidemment, il y a une adéquation entre la capacité du jeune à réussir et finalement les besoins de la nation en termes de compétences. Et tant qu'on est dans une dissonance entre ces deux aspects-là, on aura évidemment encore du chemin à parcourir. Alors juste pour terminer, si on peut avoir quelques dates, parce que évidemment tout le monde professionnel, mais même tous ceux qui nous regardent, voilà, que ce soit des gens qui ne soient pas dans ce métier ou pas, on a envie de savoir un peu quels sont le calendrier, quel est le calendrier à venir, la concertation donc, qui démarre. Et des prises de disposition qui sont dans les... Écoutez, je me suis déjà largement exprimée là-dessus. J'ai déjà annoncé le fait que j'engageais les concertations dès cet automne, que ça sera un travail partenarial parce que véritablement pour moi, elle se construit ensemble, tous ensemble, cette réforme, aussi bien avec les partenaires sociaux que je rencontre dès cette semaine et dont on partagera la méthodologie et le calendrier plus exact, et évidemment avec l'ensemble du monde éducatif, des enseignants évidemment, des élèves, des représentants des élèves, des parents d'élèves, mais également du secteur économique et d'experts qui travailleront à diagnostiquer finalement, faire un état des lieux sur l'existant, voir aussi quels sont les freins que chacun rencontre. Et je vous assure que déjà en entendant les uns les autres, ils sont nombreux. C'est pour ça que je l'ai ici, c'est pour ça que j'en parle. Et voir finalement quelles orientations on peut dessiner ensemble dans un objectif qu'il nous faut partager, qui est celui de mieux faire réussir les élèves et de mieux préparer les besoins de la nation de demain. Et donc puis une rentrée 2023-2024 effective. Avec des premières réformes qui seront déjà opérationnelles à la rentrée 2023. J'ai déjà annoncé par exemple la mise en place de l'augmentation des stages et de la gratification pour la rentrée 2023. Donc ça sera une première échéance qui a déjà été annoncée. Merci mille fois pour toutes ces informations. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Carole Grandjean. J'étais ravie de cet entretien. Merci à vous. On continue bien sûr dans le Grand JT, mais on marque une courte pause et on se retrouve.
De retour sur le plateau du Grand JT, j'ai la chance, l'immense honneur, je dirais même, d'accueillir Catherine Dolto. Bonjour. Bonjour. Je suis très contente de vous rencontrer. Ah, mais ça, c'est très. gentil. Et alors encore plus, quand je lis ça. Je vous le conseille, c'est absolument génial. Aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulé, comme me disait Catherine en off, c'est vraiment toutes les petites pépites qui ne sont pas encore sorties, qu'on connaît peu, mais avec que des créations géniales. On va parler évidemment de ces 4 bouquins et de tous les autres, mais on va surtout préciser. Vous êtes médecin, Catherine Dolto, aptothérapeute et essayiste, certes, mais surtout aptothérapeute. Oui. Qu'est-ce que c'est, aptothérapeute ? C'est quelqu'un qui pratique l'aptonomie, qui est la science de l'affectivité. C'est-à-dire, c'est une façon d'aborder les humains, de leur naissance à leur mort, les accompagner, en ne séparant pas le corps de l'esprit, parce qu'en fait, c'est l'affectif qui réunit le corps et l'esprit. Alors, l'affectif qui réunit le corps et l'esprit, ça veut dire que... déjà, est-ce que c'est vous qui l'avez développé en France ? Non. Pas du tout. Non, c'est Franz Wellman et on est tout un groupe de gens. Voilà. Il se trouve qu'en ce moment, je suis la présidente de l'association, mais bon. Non, si vous voulez, si on regarde l'appareil psychique, on peut réunir dans un tout cohérent tout ce qui a trait aux émotions, aux sentiments, aux affects, donc aux perceptions et aux sensations. Et ce tout, Wellman l'a nommé l'affectif avec un grand A. Et l'œuvre de sa vie a été de décrire son fonctionnement, comment ça se passe dans le système nerveux, dans les muscles, etc. Ce qui nous donne un outil extraordinaire à nous, Européens, un outil rationnel, pour aborder l'humain sans séparer comme une entité, où il y a l'affectif, le physique, le somatique, tout en même temps. Et ça, c'est ce que tout le monde cherche. Alors justement, lorsque j'ai lu Les Chouchous, Interdit dans la famille, Faire confiance, ou alors Pourquoi tu pleures, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai eu le même sentiment. Déjà, si je prends, allez, qu'est-ce qu'on le prend Interdit dans la famille Allez, Interdit dans la famille. Ça, c'est plus sensible. Oui, mais justement. C'est pour parler de l'interdit de l'inceste. Exactement, thème évidemment très important. Et on parcourt le bouquin, c'est un bouquin surtout pour les parents, pour pouvoir justement trouver les bons mots, les bonnes idées, mais qui est pour... Oui, non, mais je veux dire pour les parents, pour pouvoir justement les raconter aux enfants, parce qu'il y a beaucoup de textes quand même, et d'illustrations. Et donc c'est une façon d'aborder les sujets, mais comme vous dites, c'est une façon aussi de lier le sentiment et l'affection, l'affectivité, et surtout de pouvoir trouver justement ce lien sur des sujets qui sont si sensibles et si difficiles à aborder. Et oui, mais ça c'est aussi parce que tous les sujets viennent à peu près de mon cabinet. Et donc, quand depuis 40 ans, on s'adresse à des parents, des enfants avant la naissance, mais aussi parce que l'aptonomie, ça s'adresse aux gens de tous âges, les enfants, les adolescents, les adultes, les gens âgés. J'ai des patients de tous âges. Le fait de voir des bébés et de voir des gens âgés, ça permet de comprendre la trajectoire et comprendre comment l'affectif évolue tout au long de la vie. Et c'est beaucoup plus difficile de le faire en livre parce que quand on parle à quelqu'un, on voit dans ses yeux s'il vous comprend. Et oui. Et donc ça n'a l'air de rien, mais c'est un travail d'écriture beaucoup plus difficile que d'écrire des articles ou un livre professionnel. Oui, franchement, c'est exactement l'idée que j'ai eue, enfin en tout cas l'impression que j'ai eue quand je l'ai lu. Par exemple, sur l'inceste, le soir, ils ont expliqué à Anatole que les enfants et leurs parents ne peuvent pas s'aimer comme des amoureux. C'est vrai, ainsi pour leurs frères et sœurs, leurs grands-parents et leurs oncles et tantes. C'est la grande loi des humains, l'interdit de l'inceste. C'est vrai aussi entre tous les adultes et tous les enfants. Les mots, chaque terme est ultra choisi, précis. C'est une façon aussi, c'est une leçon que vous donnez aux parents, parce que beaucoup de parents, effectivement, connaissent les grandes thématiques, savent peut-être certains interdits, mais ils ne les comprennent pas tous forcément, et on le voit d'ailleurs malheureusement au quotidien, dans les faits divers. Est-ce que c'est une façon, est-ce que vous avez des parents qui aussi viennent vous voir pour vous dire « je ne sais pas trop comment gérer en fait, j'arrive pas ». C'est tout le temps. Souvent, les consultations, c'est que ça, c'est que les parents sentent, puis ils ne savent pas comment s'y prendre, donc juste nous, on les aide. Et ces petits livres, c'est un peu comme des bouées de sauvetage ou des bouteilles à la mer qu'on lance. Soit des parents n'ont pas l'idée que c'est important d'en parler, soit ils ont l'idée, mais ils ne savent pas comment. Donc, soit ils utilisent nos images, ils mettent leurs mots, enfin, et puis c'est de la lecture accompagnée. Donc, au début, on les lit avec une grande personne, avec tout ce qu'il y a d'émotionnel, d'affectif, son parfum, on est bien installé, la lumière, tout ça. Et après, on le relit tout seul. Et je suis très étonnée de voir des enfants de 10-11 ans qui les reprennent. Parce que pour eux, c'est pas seulement ce qui est dit, c'est le souvenir de ce moment de lecture avec une grande personne. Et c'est toujours important de lire avec une grande personne. À partir de quel âge on peut commencer à lire ce genre de livre ? Alors, en tout cas, le lire avec un parent ?
Je suis très étonnée parce que je vois des gens qui me disent qu'ils lisent ça avec leurs enfants de 2 ans et demi. Moi, je trouve ça tôt, parce que c'est la lecture accompagnée. Hein. Mais peut-être qu'eux-mêmes ont des choses à régler aussi sur leur passé, qu'ils ont besoin de transmettre ça. Oui, peut-être. Moi, je dirais vers 3 ans et demi, 4 ans, ça dépend de l'enfant. Et puis jusqu'à 8, 10, il y a des enfants de 11, 12 ans qui les aiment beaucoup encore. Et dans la salle d'attente, ils les prennent. Et j'ai une amie psy qui me dit, quand je vois quel livre l'enfant a dans la main, je sais de quoi il vient me parler. Et c'est amusant parce que pendant certaines périodes, il faut lire le même tous les soirs. Puis un jour, c'est fini. Quand c'est leur problématique. Mais un jour c'est fini, c'est-à-dire que c'est vous qui ressentez que c'est fini au moment de la... Non, c'est les familles qui me racontent ça. Ah ouais. Ils disent là, pendant 3 mois, il a fallu lire, je sais pas quoi, n'importe lequel, il y a 82 titres, 85. Et puis d'un jour à l'autre, ça y est. Et c'est très fascinant de voir ce besoin qu'ont les enfants de répéter, jusqu'au moment où le sens est entré et ils peuvent s'en servir. Vous avez des enfants, Loïc. Vous connaissiez l'aptothérapie ? Oui, j'ai fait de l'aptonomie pour mon premier enfant. C'est très intéressant. Ça m'a un peu désarçonné parce que j'explique aux téléspectateurs comment ça se passe. Donc, ma femme était allongée sur une table de médecin et on m'a invité à poser mes mains sur son ventre. Ah, pendant qu'elle était enceinte. Pendant qu'elle était enceinte et à ressentir l'enfant dans son ventre et à accompagner l'enfant dans le ventre, dans ses mouvements, et donc à créer déjà en fait une relation avec lui alors même qu'il n'était pas né. Et donc on passe 1 heure comme ça, baigné dans une musique, et puis avec ce truc-là, on nous dit, ben oui, il faut créer du lien avec ce petit être qui n'est pas encore né, qui n'a pas de conscience, mais voilà. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de gens à qui je raconte et qui m'ont dit, non mais c'est des bêtises, ça ne marche pas, bêtises ou pas, etc. Bien sûr que non. Maintenant, c'est prouvé, archi prouvé, que dès la vie intra-utérine, l'enfant est en quête d'échange avec les autres, et que le fait d'avoir fait ça, d'avoir été appelé, on vous dit, est-ce que tu es là? Et il répond. Et c'est un petit résumé que vous venez de faire. Tout à fait. Moi, je mets jamais de musique, hein, jamais. C'est beaucoup plus que ça, bien sûr, et ça fait des enfants différents. Alors, il y a aussi toute une préparation à l'accouchement. Oui. Et c'est pour ça qu'on commence très tôt. Il faut commencer tout au début de la grossesse, si on peut. Et après, on continue jusqu'à la marche acquise. Parce que ce sont des enfants qui ont un développement différent. J'aime bien la métaphore, je dis, ils ont un cerveau qui a déjà été jardiné. Hein, ils ont fabriqué des réseaux en répondant parce qu'ils prennent des initiatives. L'enfant in utero, il vous dit très bien ce qu'il veut pas, s'il est content, s'il n'est pas content, s'il a peur, s'il est en relation avec sa mère ou pas. Parce que dès qu'une femme, le père met les mains à l'extérieur, la mère n'a pas besoin de ses mains. Elle va de l'intérieur, et dès que l'enfant perçoit que sa mère est là, il a un petit mouvement très spécifique de sa colonne vertébrale. Et quelquefois, la femme me dit, j'y suis. Je lui dis non. L'enfant m'a dit que vous n'êtes pas encore arrivé. Et c'est très précis. C'est très précis, oui, dis donc. Je suis extrêmement épatée. Oui. Et la mère le ressent de quelle manière, vous dites? C'est juste un petit mouvement? Elle sent l'enfant qui se déplace. Et elle peut le déplacer. Une femme qui est vraiment avec l'enfant, et ça c'est tout le travail sur l'accouchement, elle peut l'inviter à monter vers le cœur, le déplacer vers le père, vers l'accompagnant, ou l'inviter à descendre, lui ouvrir le chemin. Au lieu de l'expulser, elle ouvre, elle guide, elle accompagne sur le chemin. Et elle peut décrire ce mouvement, c'est ça qui est fou. Oui. C'est qu'elle peut dire, là, je le sens plutôt en bas, je le sens plutôt en haut, je le sens comme ci, comme ça. C'est drôle. On le voit. En tant que père, c'est alors moi, c'est vrai qu'en tant que mère, et donc du coup, j'ai porté aussi 2 enfants, et c'est vrai que j'ai senti aussi mon enfant pouvoir bouger de certaines manières, et peut-être avoir eu cette impression de maîtriser, ou je ne sais pas. Oui. Mais malgré tout, voilà, mon enfant est arrivé 8 jours après la date dite. Oui. Est-ce que peut-être mon cerveau, puisque c'est pour faire le lien avec notre émission, est-ce que mon cerveau aussi n'était peut-être pas prêt justement à cela, et peut-être que l'émotionnel a pris le pas sur... je ne sais pas, moi, c'est possible, un cerveau coupé du reste. C'est vous tout ensemble. C'est beaucoup plus subtil que sentir l'enfant bouger. Parce que c'est tout un dialogue très subtil, et quand l'enfant est en difficulté, la mère le sent tout de suite. Et elle dit, il ne répond pas comme d'habitude. Et ça nous permet quelquefois... La meilleure clinicienne de la grossesse, c'est la mère. C'est la mère, oui. Mais il faut lui donner les outils pour l'être. Et le rôle du père est essentiel. On ne fait pas d'accompagnement sans père. Et si la femme est seule, on lui demande de trouver une autre femme, ou un homme d'ailleurs, qui va l'accompagner, parce que si on renforce la relation mère-enfant, enfant-mère, tout seul à 2, au total, c'est pas bon, ni pour la mère, ni pour l'enfant. D'ailleurs, on en parle de l'autonomie dans certains petits livres aussi. On pense dans les mots, hein, c'est pas moi qui le dis, mais est-ce que c'est important de pouvoir justement mettre des mots sur ces émotions? Est-ce que les parents, les familles que vous recevez, les enfants, sont conscients de cela, de pouvoir décrire les choses? Pas forcément toujours autant qu'on pourrait l'être, mais
Souvent, quand ils font la démarche de venir se faire aider, c'est qu'ils ont déjà une conscience de ça. Mais c'est justement de distinguer les émotions des sentiments, de nommer les sentiments. C'est très, très important. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les mots, ça résonne en nous. Hein, par exemple, le mot non, ça donne un changement de tonus, de tension. Le mot oui aussi. On ne peut plus penser à les mots d'un côté, la chair de l'autre, le corps de l'autre. Je parle de la chair parce que c'est ça. Ouais. Quand on a vraiment ce sentiment d'une unité, à ce moment-là, il n'y a pas seulement le mot, il y a la façon dont il est dit. Si je dis « il était une fois », c'est pas la même chose que je dis « il était une fois ». Vous voyez, donc c'est pas seulement les mots, c'est toute la façon dont les cordes vocales vont se mettre en fonction du sentiment de la personne qui s'adresse à l'enfant. Merci beaucoup Catherine Dolto. Évidemment, je vous recommande, donc il y en a combien, 82, c'est ça vous me dites? 85, je crois, ça, ce sont les derniers. Le temps vraiment de pouvoir pendant quelques semaines faire état des lieux. Chez Gallimard Jeunesse Giboulé, donc tous les petits bouquins de Catherine Dolto, du docteur Catherine Dolto. Illustration, Colline Fourquaré, c'est mon éditrice. En fait, c'est les seules choses que j'écrive sur place chez Gallimard, en dialogue avec Colline, quelquefois avec une ou deux personnes de Giboulé. On se met à plusieurs, on lit, et puis on lit comme si on était des petits. Alors voilà, donc les thématiques fortes, hein, les chouchous, interdits dans la famille, faire confiance, pourquoi tu pleures, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme sujet très important dont il faut parler, et c'est pas toujours évident de le faire, heureusement. Grâce à vous, voilà, on a un support génial pour le faire. Merci Catherine Dolto. Merci à vous d'avoir été avec nous dans le Grand JT. C'est à vous, cher Loïc. Oui, avec grand plaisir, c'est parti. Loïc, on va découvrir ensemble l'histoire passionnante du livre scolaire. Ben oui, puisque voilà encore un outil, un objet, je dirais presque méprisé maintenant par les élèves. Hein. Souvent, ils sont tout cornus, on gribouille dessus, alors qu'il a une vraie valeur. Et surtout, on se demande jamais comment est-ce qu'il est arrivé comme ça jusque dans les salles de classe. Donc, on va revenir, comme d'habitude, à l'Antiquité. Il y avait pas mal de manuels, rassurez-moi, à cette époque. Non, il n'y avait pas de manuel du tout. En fait, chez les Hébreux, les Égyptiens, les Grecs et les Romains, pour parler que des peuples qui sont les plus proches de nous, les ancêtres des livres, ce sont des gros rouleaux de papyrus ou de parchemin qu'on dépliait comme ça sur des grandes tables, ou alors c'était des feuilles de papier attachées ensemble qui formaient des sortes d'énormes cahiers. Voilà. Donc, qui représentaient les manuels en fait. Voilà, exactement. Donc d'abord c'était très encombrant, vu que la plupart des élèves, ils étaient assis par terre ou alors sur des bancs, donc on ne pouvait pas facilement les utiliser. Mais il faut voir aussi que ces ouvrages qui compilaient à l'époque tout le savoir qu'il y avait, étaient extrêmement rares. Donc, ils étaient extrêmement précieux. On n'allait pas les mettre, évidemment, entre les mains d'élèves qui auraient vite fait de les souiller. Et surtout, on ne pouvait pas en produire, puisque tout était manuscrit, un pour chaque classe ou même un par élève. Donc pendant longtemps, le savoir se transmettait uniquement oralement ? Oui, c'est ça jusqu'à ce qu'au Moyen-Âge, le papier se démocratise et les élèves qui sont destinés à entrer dans les ordres, puisque je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, c'est l'Église qui administre l'éducation, eh bien, ils étaient chargés, entre autres, de recopier à la main la Bible. Voilà, c'est ce qu'on appelait ça les moines copistes, et il y avait donc des jeunes moines copistes, et voilà, le principe, c'était de la diffuser au plus grand nombre. Donc, je dirais que le premier manuel scolaire, c'est la Bible, c'est celle dans laquelle on se plonge comme ça pour apprendre l'histoire de Jésus, l'histoire de Dieu, et puis les psaumes, etc. Donc, c'est comme ça, et c'est siècle après siècle qu'on écrit de façon manuscrite avec sa petite plume d'oie et sa petite bougie, la Bible, siècle après siècle. Et là, Gutenberg arrive. Eh oui, 1454, Gutenberg invente cette technique qui va permettre au livre et donc au savoir d'être diffusé au plus grand nombre et à très très grande vitesse dans toute l'Europe. Et c'est en 1470 qu'apparaît ce qui est considéré par les historiens comme le premier livre imprimé destiné à la jeunesse et qui va être distribué dans les écoles. Il s'agit des lettres de Gasparin de Pergame. C'était un enseignant italien qui est mort 40 ans plus tôt et qui avait en fait écrit un recueil de correspondances en latin. Donc ce livre se diffuse d'abord à Paris, puisque c'est à la Sorbonne qu'il a été imprimé, et puis un petit peu partout, et c'est le premier support des élèves en classe pour apprendre le latin. Donc c'est le premier manuel scolaire qui est né à ce moment-là ? Pas exactement, parce qu'en fait, l'impression de livres est encore chère, donc ça reste rare, jusqu'en 1791, où les hommes de la Révolution veulent créer un système national d'instruction publique. Il y a ces mots très forts de Talleyrand, qui est alors président de l'Assemblée nationale. Il dit « Il faut que des livres élémentaires, clairs, précis,
méthodiques, répandues avec profusion, rendent universellement familières toutes les vérités et épargnent d'inutiles efforts pour les apprendre. Et c'est là que ça commence vraiment ? Voilà. 1793, l'État lance un concours destiné aux intellectuels pour composer en fait les premiers manuels qui vont servir de base à l'instruction morale, civique, élémentaire. 3 ans plus tard, il y a une loi qui permet aux libraires eux-mêmes de choisir des manuscrits qu'ils considèrent marquants, importants pour l'éducation des enfants et qui seront ensuite imprimés à grande échelle dans les écoles. Et c'est comme ça qu'en 1817, eh bien, on estime à près de 700 le nombre de livres prescrits pour l'enseignement. Il y a des abécédaires, des syllabaires, des ouvrages de catéchisme, bien sûr, et plein d'autres. D'accord, et les professeurs pouvaient choisir, c'est ça que j'ai entendu ? Oui, c'est ça. En fait, en 1822, l'État se rend compte que laisser le choix des supports pédagogiques aux enseignants, ce qu'il permettait jusque-là, n'était peut-être pas la bonne idée. Puisqu'en fait, il y avait une liste, et puis chaque enseignant disait « Tiens, moi je préfère ce livre-là, moi je préfère celui-ci », conformément à sa vision de la vie, sa vision du monde, par rapport à ce que lui-même avait appris. Et en fait, voilà, l'État se dit « C'est peut-être pas la meilleure des idées, parce qu'en termes de message éducatif, social et moral, il y a un petit peu de dispersion. » Du coup, le recteur de chaque académie va nommer une personne de confiance qui est chargée de choisir une seule liste de livres pour les écoles primaires, la même pour tout le monde, dans toute la France. Et en 1834, le ministre de l'Instruction publique décide que l'État lui-même fournirait les ouvrages scolaires pour qu'il n'y ait justement plus de différences d'enseignement entre les régions pauvres et les régions riches. Mais les enseignants ne les utilisent pas toujours. Oui, en fait, et parfois il y en a certains qui sont un peu réfractaires au pouvoir. Et donc, comme ils les sont... Français, les Français, alors les Gaulois réfractaires, bien évidemment. Ah ouais, mais bon, c'est ça la liberté. Oui, et donc comme ils sont un petit peu réfractaires, eh bien par contestation politique, parfois, les livres qu'on leur amène, ils les laissent dans la bibliothèque. Alors ça peut être aussi par flemme, hein. Les historiens racontent bien ça. Ils disent que souvent, les professeurs connaissaient une méthode d'apprentissage et que ça les embêtait un petit peu d'en apprendre une nouvelle, surtout conseillée par l'État. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quand même des centaines de milliers d'exemplaires de ces livres qui vont être envoyés partout en France, et ça s'intensifie dans les années 1850-1860, lorsque l'enseignement de la lecture devient une priorité réelle. Il y a des spécialistes qui travaillent sur le contenu de ces manuels, et toutes les lois suivantes jusqu'à nous vont renforcer l'importance, l'influence du manuel scolaire dans les classes. Et voilà, nous en sommes en 2022 avec ces livres qui nous accompagnent. Merci, c'est toujours passionnant de vous écouter, cher Loïc. On essaye. Vous êtes parfait. Regardez-le, il est content. Mais je ne vais pas faire la tronche non plus. Une petite vanne du jour ? Alors non, figurez-vous que depuis le beat que j'ai fait lors de la première chronique de cette saison... Vous n'avez jamais fait de beat, que les choses soient claires. Rectifions. Et il m'a tellement marqué que j'ai tout arrêté. J'ai décidé on verra de faire qu'en off. Oui, voilà, exactement. Merci Loïc. Allez, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard pour une toute nouvelle saison de Souvenirs d'écoliers. Je vous propose de découvrir son invité de la semaine, c'est Chloé Morteau. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous aujourd'hui, Chloé Morteau. Bonsoir. Bonjour Chloé. Alors, tu as été reine de beauté, Miss France en 2009, oui. 3e dauphine de Miss Monde, 5e dauphine de Miss Univers. Non mais c'est un sacré parcours. Ah, c'est gentil. Mais je pense que tu es une des seules à avoir été dauphine des 2 concours d'ailleurs. Oui, je pense que je suis la seule effectivement. Ouais. Et tu as également la particularité d'avoir une double nationalité. Tu as la nationalité américaine. Ouais. Tu vis d'ailleurs en ce moment aux États-Unis. Ouais. Je te regarde, je suis bouche bée. Non, mais parce que je te regarde. Parce que ce que tu n'as pas dit, c'est quand même. Donc, Miss France 2009, Miss France 2010, oui. Et puis là, je te vois là. Tu m'as vu, j'étais un petit bébé. Oui, puis maintenant, tu es là. Mais effectivement, oui, je suis américaine maintenant. Et tu es devenue chef d'entreprise. Chef d'entreprise, exactement, ouais. Tu as monté 2 marques. 2 marques. La première, une marque de cosmétiques. Et la seconde, ta marque de gummies qui soulage les règles douloureuses. Exactement. Donc, les règles douloureuses d'un côté, la beauté pour le corps de l'autre. Puis, je suis maman de 2 petits-enfants aussi. D'autres projets dans les mois, les années à venir? Alors, pour le moment, déjà, on va se concentrer sur les 2 marques. Parce que 2 marques, c'est quand même beaucoup. Puis, maman, je viens d'avoir une petite deuxième. Elle a 5 mois. Oui. Et même ta deuxième marque est tout ce... Elle a aussi 5 mois. Voilà, ça fait quand même beaucoup de bébés, oui. J'ai eu l'intelligence de faire tout en même temps. Donc voilà, accoucher, faire une marque. Allons, on y va. Donc on arrête les projections dans le futur, on revient dans le passé. T'étais quel type d'élève?
Alors moi, j'étais l'élève plutôt studieuse, mais moyenne. Parce que toi, je sais que tu étais quand même plutôt un télo. J'étais à 12 de moyenne. Ouais. Tu travaillais? Donc genre moyen. Je travaillais beaucoup, mais je n'étais pas très forte. Français et c'est toujours et. Très très forte en anglais. Donc en fait, je pense que ma moyenne, tu vois... Ta mère était prof d'anglais? Oui. Oui, et j'étais la fille qui était dans la classe et qui corrigeait la prof d'anglais. Oui, parce que tu étais bilingue. Bah ouais, j'étais insupportable. Elle me détestait. Mais t'en avais pas conscience sur le moment? Bah, tu vois, elle fait une faute, donc j'ai envie de l'aider. Et en fait, tu te rends compte que juste c'est impertinent après. Mais du coup, t'avais toujours 20 sur 20 en anglais? Ouais, 18, 17, 18. J'arrivais à faire des petites fautes, ouais. T'as grandi où? J'ai grandi dans le sud de la France, dans un tout petit village qui s'appelle Benac. Mais t'es née dans le Calvados, comme moi. Mais je suis normande, qui a été adoptée, qui est partie en Bourgogne, et puis après, je suis allée dans le sud de la France. À quel âge dans le sud de la France? Oh là, j'avais 8 ans, 9 ans. Donc j'ai quand même fait la plupart de ma scolarité dans le sud de la France. Et pourquoi t'as autant déménagé, justement, dans ta scolarité? J'ai suivi mes parents, j'avais pas le choix. Mais comment ça se fait qu'ils étaient... En fait, mon père, il a fait une école d'ingénieur en Normandie, ouais. Où je suis née, et suite à ça, en fait, il a trouvé un poste à Bourgogne, et puis le sud de la France. Et c'était pas trop compliqué, justement, pour la scolarité, tous ces déménagements? Ça a été un peu difficile. Tu perds les amis, tu perds contact. Il n'y avait pas Facebook, Instagram, tout ça à l'époque. T'écrivais des lettres, et puis au fur et à mesure, tu perds un peu le contact. Mais bon, c'est comme ça. Quelle relation t'avais avec tes parents? Bonne relation. J'ai toujours une bonne relation avec mes parents. Je suis une fille à papa. C'est vrai que tu es tout le temps avec ton papa à faire des petites expositions. Ouais, mais je suis fille à papa, mais j'adore aussi ma maman. Donc, mais une relation un petit peu plus conflictuelle avec ma maman, mais j'adore mes parents. Et tu as un frère aussi? Et j'ai un petit frère qui est gigantesque. C'est vrai qu'il est très grand. C'est genre, même encore aujourd'hui, quand je le présente, je fais ça, c'est mon grand. Non, petit frère, mais qui est très très grand. Et pareil, vous avez toujours été proches? On a toujours. On s'est beaucoup battus. Beaucoup. Mais vraiment, je ne sais pas si tu sais, les expériences, tu es en train de conduire et il est regardé par ma fenêtre et je vais le tabasser. Ah, tu le bagarrais? Ah, mais. Et en fait, j'étais assez violente avec lui jusqu'au jour où il m'en a retourné une. Et là, il avait un peu plus de force? Ah ouais. Et là, j'ai arrêté, j'ai fait, ah ouais, non, mais en fait, je vais me calmer. Tu avais quel âge? Ah, je devais avoir quoi? J'ai envie de dire 18 ans. Ah oui, quand même, t'as été bagarreuse tardivement. Ah ouais, non, mais moi, j'y allais un peu avec les crocs, et puis à 14 ans, et puis il s'est levé comme ça, et il m'a fait baf, et là j'ai fait, ah ouais, ok, je vais me calmer. Est-ce que t'as gardé des amis de l'époque? Ah ouais, j'en ai gardé quelques-uns du collège, c'est les plus vieux que j'ai. Tu les vois encore? J'en vois une, et alors j'en ai une qui c'est spéciale parce qu'elle habite aux États-Unis, elle aussi. Sarah? Elle a gagné sa green card, exactement, ouais. Sarah. Et donc c'est marrant parce qu'on a quand même grandi dans le même petit village. On est allés au collège ensemble et on s'est retrouvés à Los Angeles aussi ensemble. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, aux États-Unis? Elle est actrice. Et tu vois, on se regarde, tu vois, des fois, on se voit et on se dit non, mais c'est quoi ce parcours? Comment nous deux, notre petite ariégeoise, voilà, on en rêvait et maintenant on est à LA, quoi. Elles vivent le rêve américain. C'est un truc, mais c'est fou. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Chloé Morteau pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Le meilleur de School TV, c'est maintenant et c'est avec le Zap. Vous avez aidé à cofonder une école, l'autre école, elle porte très bien son nom, c'est une nouvelle pédagogie pour les 2-11 ans à Boulogne, une école lancée en 2018 pour préparer les enfants au monde de demain. Ça sonne comme la tagline, comme en l'occurrence d'une boîte et d'une start-up. De toute façon, c'est parti de ma frustration du monde de l'entreprise où je me disais tout ce que vient de dire Guillaume et que je partage complètement. Le problème, c'est que quand on a 30, 40, 50 ans, comment expliquer à quelqu'un, typiquement, que copier, c'est OK? Parce que copier, c'est une forme de collaboration quelque part, alors qu'évidemment, copier, c'était moyennement OK à l'école. Et donc, il faut tout revoir, y compris les notions de confiance, se faire confiance. Donc, moi, j'écrivais à l'époque un livre qui s'appelait Unique, où je parlais d'éducation, d'entreprise et autres, et je me disais... Unique, et si la clé du monde de demain, c'était nous aux éditions Hachette. Voilà, et en fait, le truc, c'est que je me disais, mais en fait, c'est un peu idiot, parce que
il faudrait repartir de l'école pour arriver vraiment à faire ça harmonieusement en entreprise. Je me suis dit, le mieux, c'est peut-être d'essayer d'appliquer ces préceptes. Donc, j'avais mis une somme d'argent de côté. J'ai rencontré une 50aine de personnes avec l'idée de créer mon école. Et un soir, de façon complètement fortuite, encore une fois, j'ai croisé Lionel Sayag qui m'a parlé de son projet, qui se trouvait être exactement le projet que j'avais en tête. Et je lui ai dit le soir même, écoute, plutôt que de créer la mienne, je vais t'aider à créer la tienne, en fait. Et du coup, c'est parti comme ça. Et il a créé donc l'autre école. Et ce qui était très simple finalement comme précepte, c'est est-ce qu'on peut aider les enfants à se découvrir? Parce que pour aussi avoir investi dans le Switch Collective à peu près à la même période, où je voyais des trentenaires et quadras successful se dire mais qu'est-ce que je fous là à ce moment de ma vie, dans ce job, on comprend qu'on n'apprend jamais aux enfants à se connaître eux-mêmes, connaître leurs forces, leurs faiblesses, comment ils sont heureux, pas heureux. Alors ça se rapproche davantage des écoles nordiques, davantage centré sur la notion de bonheur, là où nous, on est encore une fois centré sur les notions, on en parlait au début, de notes, d'efficacité. Donc, voilà. Mais il y a 1000 parallèles à faire entre l'entreprise et l'école. L'entreprise qui est quelque part la session de rattrapage de ceux qui n'ont pas pu aller dans les écoles alternatives. Pourquoi ce prix Goncourt des lycéens, pour vous, est à part? Simplement parce que c'est un prix du jury, un prix du cœur. Il y a une fraîcheur chez les lycéens qui est simplement géniale et qui est reconnue par les auteurs. C'est une aventure également pour les auteurs. C'est qu'au moment où ils participent au prix Goncourt des lycéens, ils savent qu'ils ne vont pas repartir indemnes, simplement parce qu'il y a une fraîcheur dans les questions, dans les relations. Ça désacralise l'auteur, parce qu'en fait, ils peuvent échanger tout au long de cette aventure, parce que c'est un marathon de lecture qui commence, et lire 15 livres en 2 mois, c'est simplement énorme. Et les lycéens, par leur choix, on s'était évoqué tout à l'heure, par leur choix, par les questions extrêmement pointues, il n'y a pas de filtre en fait quand ils échangent avec les auteurs. On sent leur passion, on sent le plaisir qu'ils ont. C'est vrai que sur les rencontres régionales qui vont avoir lieu du 10 au 21 octobre, il faut savoir que les auteurs, quand ils vont arriver sur scène, ça fait 35 éditions que ça se passe comme ça, les auteurs, en arrivant sur scène, sont acclamés comme des rockstars. À l'heure actuelle, c'est vrai que nous, on est très attachés au prix. C'est vrai que la promotion de la culture, de la lecture, c'est simplement incroyable de voir ça. Et si on a, parmi tous ces lycéens, une partie qui continue à lire régulièrement, à qui peut-être on aura donné peut-être le goût de la lecture avec tous les intervenants, avec l'académie, avec les professeurs, pour qu'on fait un travail formidable pendant ces 2 mois. Si on a des lecteurs qui restent récurrents, on aura tout gagné. Et peut-être qu'un jour, en fait, on a un auteur qui sera sur scène et qui leur dira écoutez, il y a 20 ans, j'étais à votre place. Et c'est peut-être ça qui a poussé mon écriture et le fait de devenir écrivain. Donc c'est très important. Ça fait 35 ans qu'on co-organise avec l'Éducation nationale et sous le patronage de l'Académie Goncourt, dont est issue la liste des ouvrages en lice. Et chaque année, c'est un immense plaisir et une immense aventure humaine qui nous laisse, je vais dire, avec énormément de bons souvenirs. C'est une aventure qui est vraiment pas comme les autres, une aventure littéraire. C'était le numéro 1. Voilà, c'est le numéro je vais le montrer. Regardez. De la plume de Swann. Voilà. Tout premier numéro. 2003. Je vais l'ouvrir parce qu'en fait, il y a un gros travail graphique dans ce magazine. Et si on n'ouvre pas, on ne comprend pas toute la subtilité aussi de cette une. Et ça correspond, vous ne l'avez pas apporté pour rien non plus, parce que Swann, c'était le prénom d'une petite fille hospitalisée qui, je crois, avait 6 ans à l'époque. Exactement, ouais. Swann, c'est la petite fille qui a inspiré l'association. Donc, elle a été hospitalisée pendant 6 mois à l'hôpital Trousseau. Pendant 6 mois, oui, c'est ça, 6 mois, alors qu'elle avait 6 ans pour une tumeur. Et en fait, c'est sa marraine, Françoise Montabric, qui allait lui rendre visite régulièrement et qui s'est rendu compte, évidemment, que les enfants hospitalisés pour des longues durées s'ennuient terriblement. Et même s'il y a évidemment des associations, des activités qui viennent, mais le temps est long et on est déconnecté de son quotidien, on est déconnecté de toutes ces activités. Et donc, elles ont eu l'idée ensemble de créer ce petit magazine, parce qu'en fait, Françoise est toujours directrice d'une agence de presse, c'est ça, Citizen Press. Exactement, c'est ça. Et donc voilà, elles ont conçu ensemble, puis avec tous les autres enfants qui étaient hospitalisés dans le même service que Swann à cette époque-là, ce tout premier numéro de
de la plume de Swann. Tout premier, et là, on en est au numéro 47, c'est celui qui vient de sortir. Exactement. La maquette a bougé, Ouais. mais au fond, les grands principes n'ont pas tellement évolué. Il y a toujours un gros effort graphiquement pour rendre la chose... voilà, c'est pas un fanzine fait sur un bout de table, quoi. Non, ça c'est sûr. On montre quelques pages. Et c'est le même directeur artistique qui a créé les 2 numéros, le premier et la nouvelle maquette, presque 20 ans après. Ouais. Alors très concrètement, comment ça marche? D'ailleurs, vous les faites, ces séances à l'hôpital? Oui, bien sûr, ouais. Vous êtes tout le temps avec les enfants. Ouais. Donc vous arrivez, comment vous les choisissez déjà? Alors, c'est pas nous qui les choisissons. Ouais. En fait, moi, en tant que coordinatrice, déjà, j'arrive avec une équipe de journalistes bénévoles. Je suis pas toute seule, évidemment. Et en fait, on se met en lien avec les éducatrices de chaque service. Donc, c'est des éducatrices jeunes enfants qui les connaissent, qui suivent leur évolution. Et en fait, c'est elles qui nous disent, tu peux aller voir tel et tel enfant parce qu'aujourd'hui, il est plutôt en forme pour ça. Aujourd'hui, il a besoin d'échanger, de discuter. Donc, c'est elles qui nous orientent. Nous, on va pas frapper aux portes un peu par hasard parce que ce serait malvenu. Bien sûr. Et notre projet rentre dans un projet aussi un peu pédagogique et de suivi qui est mis en place par l'hôpital et par les services. Ce qui est génial, c'est que ça marche pour tous les âges, puisque là, je regarde une page qui s'appelle « Au bout du monde, le coin des Globetrotters ». Ça va de Ibad qui a 9 ans jusqu'à, si je ne me trompe, Soufiane qui en a 16. Ouais. Donc, il n'y a pas de limite d'âge inférieure. Il faut savoir écrire, quoi, ou dessiner. Voilà, nous, en fait, on s'adapte aussi en fonction des enfants, mais généralement, ça commence à partir de 5-6 ans jusqu'à 18, même 20 ans. Il y a des jeunes un petit peu plus grands qui sont encore dans ce type de service-là. Ouais. Là aussi, l'école, elle est pas faite pour des enfants qui auraient peut-être parfois des envies différentes, des besoins différents, des envies d'apprendre aussi différemment. En fait, pour moi, je pense que le problème, c'est qu'on considère que tout le monde a le même rythme d'apprentissage, que tout le monde a les mêmes envies. Et on essaye vraiment d'avoir cette case très rigide dans laquelle on met tout le monde. Et en fait, on se rend compte rapidement que le problème, et moi je le vois plus tard, c'est quand on commence à avoir des gens qui prennent leur premier emploi, en fait, ils sont pleins de croyances limitantes. Ils pensent qu'ils ne sont pas capables d'apprendre, qu'ils sont pas... Par exemple, il y a plein de gens qui pensent qu'ils sont nuls en maths. J'ai pas un cerveau mathématique. Ça, on l'a entendu combien de fois? Beaucoup. Beaucoup. Mais pourtant, toutes les recherches qui ont été faites sur ce sujet, sur l'analyse du cerveau, etc., ça n'existe pas un cerveau mathématique. Le cerveau, il est capable de se développer en fonction d'apprentissage. Chacun peut apprendre à un rythme différent, mais tout le monde est capable... Enfin, c'est vraiment une bataille interne. Tout le monde peut accomplir ce qu'il veut, en fait. Et ça, ce côté de donner confiance aux gens, pour moi, c'est le plus important. Et je pense que l'école ne donne pas confiance aux gens, en fait. Ce grand oral dont on a parlé, vous y avez participé, c'est un crash test. Vous êtes un peu cash, les étudiants, les lycéens? Alors, c'était plus compliqué l'année dernière, puisque nous avons dû le faire en visioconférence à cause du Covid. Et notre classe avait du coup sélectionné plusieurs questions. Et dans mes souvenirs, on a eu le droit de poser une question. Et c'était une autre élève de la classe qui s'était désignée pour aller poser cette question. Mais oui, je me souviens qu'on avait quand même fait installer dans une classe les chaises de table en U et que au tableau étaient projetés un peu comme maintenant les auteurs en visio. Et c'était très intéressant quand même parce qu'on entendait aussi les questions des autres élèves. Et oui, les questions sont peut-être aussi plus crues et je me souviens aussi que dans la lecture aussi, on pouvait quelquefois nous corriger, dire « Ah, moi, ce livre, vous l'avez lu de telle manière, alors que moi, je l'exprimais plutôt d'une autre manière. » Qu'il fut un temps où l'Angleterre fut française. Et c'est pas un hasard si Élisabeth II, lors de son premier voyage en Normandie, va se recueillir sur la tombe d'un certain Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, lui-même duc de Normandie, puis roi d'Angleterre. Et là, on remonte à 1066. On va parler de la bataille d'Hastings, non, ou des choses de ce genre. On va tout à fait parler de ça. Je connais deux dates. Je connais 1515 Marignan et je connais Hastings 1066. Eh ben bravo. Donc Guillaume le Conquérant, voilà, duc de Normandie et roi d'Angleterre, parce qu'en fait, il est né le duc de Normandie, mais il a conquis l'Angleterre, il est devenu roi. Je vous raconte vite fait. Oui, parce qu'à part vous avoir dit ce que j'ai dit, j'en sais rien. En fait, il pensait que la couronne d'Angleterre lui était promise par le roi Édouard le Confesseur, sauf qu'à la mort d'Édouard le Confesseur, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et il a dû aller jusqu'en Angleterre pour pouvoir devenir roi. C'est la fameuse bataille, voilà, vous l'avez dit, de Hastings en 1066.
il gagnera et il sera couronné à l'abbaye de Westminster. Et un Normand à la tête de la couronne d'Angleterre, avec la couronne d'Angleterre sur la tête, ça change pas mal de choses à l'époque. C'est un tournant énorme, c'est un changement de culture, de manière de cultiver la terre, de payer les impôts, et puis surtout, c'est un changement de langue, puisque le français s'impose peu à peu parmi les élites. C'est même plus précis que ça, on va parler l'anglo-normand, un mélange d'anglais et de normand. On estime d'ailleurs que cette langue a fourni 25% de son vocabulaire à l'actuel anglais. Par exemple, oui, le mot mug, par exemple, qui veut dire tasse en anglais, ça vient de la mog en normand, ça voulait dire grande tasse. Excellent. Et on parle même l'anglo-normand au Parlement britannique, figurez-vous, lors de la promulgation de certaines lois. Regardez, je vous ai trouvé un petit extrait. Trade Act. La Reine le vote. Counterterrorism and Sentencing Act. La Reine le vote. Air Traffic Management and Unmanned Aircraft Act. La Reine le vote. La Reine le vote. Vous le faites très bien. La Reine le veut. La Reine le veut. C'est fou, non ? En fait, c'est du français. En fait, c'est du français. Et en fait, quand un texte doit recevoir l'assentiment royal du monarque, une fois le document législatif signé par la reine, le secrétaire du Parlement a obligation de dire « la reine le veut ». La reine le veut. La reine le veut. Merci pour le zap. Voilà, c'est la fin de ce Grand JT. Merci Loïc. Merci Virginie, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Oh, avec un grand plaisir. Canal 247 sur les Freebox pour nous retrouver, schooltv.com bien sûr, et les réseaux sociaux, vous nous écrivez, on vous répond. Aujourd'hui, à la réalisation, Raphaël Morel, au son, Héloïse Merlin, au make-up, Colline Hamel, à la rédaction, Emma Guessel et Agathe Delannoy. Merci à tous de nous suivre. À demain.